Bonjour à tous. Ah, c'est mieux. Ah, Parfait. ferme-la peut-être, baisse. Bienvenue à ce webinaire sur le projet de transition professionnelle et le maintien dans l'emploi. Donc, nous allons encore attendre 1 ou 2 minutes si vous voulez bien parce qu'il y a certains participants qui sont en train d'arriver. Donc, on va laisser l'ensemble des participants s'inscrire et nous rejoindre et puis ensuite on démarrera. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que parmi les participants inscrits, vous nous entendez bien et vous nous voyez bien ? Vous avez sur votre droite un chat sur lequel vous pouvez échanger avec nous. Donc, on voit que certaines personnes sont en train de se l'approprier et de communiquer avec nous. Nous prendrons vos différentes questions, vos remarques tout au long du chat. Vous nous entendez, vous nous voyez. Ça semble fonctionner. Ok. On a encore des participants qui se connectent. On attend encore 30 secondes et puis on va démarrer. Écoutez, on y va. On peut démarrer donc ce webinaire. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les participants qui nous rejoignent à ce webinaire donc sur le projet de transition professionnelle et le maintien dans l'emploi. Donc vous dire que ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il est organisé donc par Transition Pro Grand Est. Et donc, je me présente, je suis Marilyn Després, donc responsable des partenariats et de l'appui aux transitions, donc à Transition Pro Grand Est. Et donc, je vais animer et avec un certain nombre d'intervenantes ce webinaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur votre droite, vous pouvez échanger avec nous sur le chat, donc plutôt par écrit. Vous dire aussi qu'un replay sera disponible, donc pas de panique, s'il y a des choses qu'on va pas forcément aborder aujourd'hui, vous aurez un replay. Alors, vous dire peut-être que l'une de nos principales missions, donc au sein de Transition Pro Grand Est, nous finançons donc des projets de formation certifiante et pourquoi pas à destination de salariés qui sont par exemple en risque d'inaptitude
ou qui ont une reconnaissance qualité de travailleur handicapé et qui souhaiteraient eh bien, se reconvertir. Donc, parmi les participants, peut-être que certains d'entre vous sont en cours de reconnaissance, travailleurs handicapés par exemple, sont en risque d'inaptitude à leur poste. On peut en tout cas imaginer que vous êtes aussi en questionnement puisque vous êtes avec nous aujourd'hui et que vous avez besoin de changer de métier, envie de changer de métier ou d'évoluer en tout cas professionnellement. Donc aujourd'hui, nous allons vous apporter un certain nombre d'informations. Nous aurons une posture, on va dire, bienveillante, dans le sens où nous n'allons pas vous dire ce que vous avez à faire, mais en tout cas vous donner un maximum d'informations, répondre à vos questions aussi, pour que peut-être demain vous puissiez faire une démarche ou vous rendre auprès d'un organisme pour continuer peut-être ce cheminement qui est en cours chez vous. Alors quand nous travaillons sur les projets de transition professionnelle, nous ne sommes pas seuls. Tout d'abord, l'AGFIP nous apporte un soutien financier important et nous sommes toujours en lien avec la personne qui constitue son dossier de projet de transition professionnelle. Nous sommes aussi en lien régulièrement avec les conseillers en évolution professionnelle et je pense notamment aux conseillers de Cap Emploi, mais aussi d'autres professionnels de l'accompagnement. Je pense aussi aux médecins du travail et bien sûr aux organismes de formation dans le cadre du PTP. Donc aujourd'hui, nous voulons vous présenter le PTP, mais aussi les services de maintien dans l'emploi et aussi échanger avec vous. Le but du webinaire, c'est vraiment celui-ci, pour que peut-être demain, vous puissiez soit poursuivre des démarches, vous lancer et peut-être faire évoluer votre vie professionnelle. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Sacha Hugo Lagaude, qui est interprète en langue des signes. Donc merci Sacha d'être avec nous et merci à l'URAPEDA. Et je vais laisser la parole à nos intervenantes qui vont pouvoir se présenter. Donc moi je commence, je me présente, je suis Sabine Ledoux, responsable du pôle handicap maintien au Cap Emploi territoire alsacien. Et je vais vous présenter en fait la démarche de maintien en emploi, la démarche de la transition professionnelle. Laetitia Donez, chargée de projet partenariat en région pour Transition Pro. Et moi, je suis Amanda Besson, chargée d'instruction et de gestion pour Transition Pro Grand Est. Merci. Donc, nous vous laisserons toutes nos coordonnées sur le PowerPoint qui s'affichera tout à l'heure. Dans l'idée de se dire aujourd'hui, voilà, on vous donne ces informations-là, on échange avec vous. Mais on peut aussi imaginer des échanges peut-être de façon bilatérale avec certains d'entre vous dans un second temps. C'est pour ça qu'on vous laissera l'ensemble de nos coordonnées pour nous joindre. Alors, je vais lancer notre support. Qui devrait apparaître sur l'écran. Voilà qui est fait. Donc, les présentations sont faites. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sabine Deloup. Oui. Donc, c'est vous, voilà, tout à fait, merci. Rapidement, en fait, vous dire que Cap Emploi est l'un des acteurs qui peut vous accompagner, en fait, dans votre projet professionnel. C'est un service qui s'adresse à des salariés, entre autres, puisqu'on s'adresse également à des agents publics ou de la fonction publique ou des travailleurs indépendants. Donc des salariés qui sont reconnus travailleurs handicapés ou qui ont une démarche en cours de reconnaissance et qui sont confrontés à un moment donné à une problématique de santé qui peut mettre en jeu en fait leur maintien dans l'emploi et leur maintien en emploi une problématique de désinsertion professionnelle. Alors, ici, l'objectif, c'est de faire comprendre qu'il est impératif, en fait, de pouvoir intervenir le plus précocement possible, alors que même le salarié
alors même que le salarié est en arrêt maladie, ou voire en poste avec de nombreuses restrictions médicales, avec un objectif d'éviter à terme une rupture du contrat de travail et de facto un licenciement pour inaptitude. Donc, in fine, en fait, c'est un objectif de sécurisation des parcours professionnels et qui peut également passer par une reconversion professionnelle pour lequel le handicap constitue le frein principal. Voilà. Alors, que l'on soit en fait dans une démarche d'accompagnement de maintien dans l'emploi ou d'un accompagnement dans le cadre de la transition à évolution professionnelle, il est impératif de comprendre que notre intervention doit être le plus précoce et notamment pendant l'arrêt maladie. Alors j'insiste vraiment beaucoup sur ce point-là, sur la nécessité en fait d'anticiper. Alors pourquoi il faut anticiper alors que je suis peut-être en arrêt maladie? C'est de se dire en fait que c'est une période qui est propice en fait à une réflexion, d'autant que la problématique du maintien dans l'emploi et de la transition ou évolution professionnelle est un processus en fait qui demande du temps. Alors du temps effectivement parce que il faut se soigner, deux, il faut identifier en fait les bons interlocuteurs dans cette démarche, donc le médecin du travail, l'assistante sociale de la CARSAT, le Cap emploi de son territoire, la MDPH, et finalement rentrer dans une forme d'acceptation de sa nouvelle situation qui peut être assez perturbante, et notamment l'impact de mon handicap en fait sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle, et commencer à réfléchir en fait à mon projet de vie. Donc, il faut avoir à l'esprit que tout ce processus demande beaucoup de temps, que l'on soit effectivement dans le cas d'un maintien dans l'emploi où, vous le voyez, il faut rechercher une solution, alors toujours en lien avec l'employeur et le médecin du travail, réaliser des études de poste, réaliser des évaluations ergonomiques, identifier en fait des techniques de compensation du handicap et pouvoir mobiliser des aides et prestations qui nous permettront de vous accompagner dans la recherche et la mise en œuvre d'une solution pérenne de maintien dans l'emploi et en tout état de cause de maintien dans l'entreprise. Ensuite, il y a également des situations où on détecte une absence de solution. Malgré effectivement toutes les mesures mises en place, il n'y a pas de solution de maintien dans l'entreprise et il faut aussi se préparer à se projeter vers ce qu'on appelle une transition professionnelle. Et là aussi, il faut du temps pour élaborer, pour construire son projet professionnel, pour le valider, pour faire le point sur ses compétences et surtout faire en sorte que son projet professionnel soit en adéquation en fait avec ses contre-indications médicales. Donc c'est un élément, un moment, je veux dire, fort dans cette réflexion où il est important effectivement de pouvoir travailler en lien avec la personne qui vous accompagne au niveau du Cap emploi. Et in fine, en fait, disposer de ce temps pour mobiliser tous les dispositifs qui sont possibles lorsqu'on a encore le statut de salarié, dont effectivement le projet de transition professionnelle, le tout avant une inaptitude et un licenciement pour inaptitude. Très bien, merci. Alors, s'il y a des personnes parmi les participants qui veulent faire des retours d'expérience par rapport à ce que Madame Deloux évoquait, n'hésitez pas aussi pour enrichir ce webinaire et aller peut-être sur des situations concrètes que les uns ou les autres vous rencontrez soit actuellement,
où vous allez peut-être effectivement rencontrer dans les semaines ou dans les mois à venir. Nous poursuivons sur le projet de transition professionnelle. Vous donnez un petit peu, j'ai envie de dire, les tenants et les aboutissants. Alors effectivement, le projet de transition professionnelle, de quoi il s'agit? Il faut savoir que le projet de transition professionnelle permet à tous les salariés, et nous insistons bien, vous l'avez vu là-dessus, il faut toujours être salarié auprès de son entreprise. Donc, le projet de transition professionnelle permet à tous les salariés, à leur initiative, de suivre une formation certifiante, qualifiante, que ce soit pendant le temps de travail, hors temps de travail, dans le but de changer de métier ou de profession. Alors, ce projet de transition professionnelle qu'on appelle chez nous donc le PTP, ce projet de transition professionnelle, il a été créé par la loi du 5 septembre 2018, loi qui s'intitule « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Alors, il faut savoir que ce PTP, ce projet de transition professionnelle, est l'une des modalités d'utilisation de votre CPF, votre compte personnel de formation, qui est un compte où il fut un temps, il y avait des heures cumulées, et maintenant c'est plutôt une somme d'argent. Donc auparavant on appelait ça le DIF. Hein. Voilà, les heures DIF ont été transférées sur un compte personnel de formation, et c'est un moyen donc d'utiliser votre compte personnel de formation. Alors, à quelles conditions on peut bénéficier d'un projet de transition professionnelle? Donc, comme on vous l'a déjà dit, il faut que vous soyez en situation de salarié. La demande va donc, ce qu'on appelle chez nous l'éligibilité, la demande se fait en cours de contrat, que ce soit un contrat CDI, un contrat CDD, un contrat intérimaire, ou que vous soyez intermittent du spectacle. Et quelle que soit la branche professionnelle, à partir du moment où on est dans le secteur privé. On va aussi regarder votre recevabilité, c'est-à-dire que pour qu'un projet de transition professionnelle soit recevable, il faut qu'il ait comme objectif de changer de métier ou de profession. C'est vraiment, dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, l'utilité de changer de métier, de profession, parce que vous êtes face à une situation où vous ne pouvez plus continuer à professer dans le métier que vous exerciez. Cette formation certifiante doit être obligatoirement inscrite au RNCP. Alors, ce RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et cette formation, en plus d'être inscrite au RNCP, doit durer 1 an maximum, donc 12 mois ou 1200 heures, et ne doit pas excéder. Mais tout ça, de toute façon, est travaillé lors de votre présentation, en tout cas, votre dossier, votre constitution de dossier au projet de transition professionnelle. Alors, la commission, il y a donc une commission d'instruction de ces différents dossiers de projets de transition professionnelle. Cette commission d'examen va s'atteler à regarder la cohérence du projet de changement de métier ou de profession, va aussi regarder la pertinence du parcours de formation en lien donc avec aussi le financement, et cela en fait au sein de l'organisme de formation, dans le sens où plus vous allez peut-être avoir
du fait de votre expérience ou de vos compétences, des modules de formation qui ne vous seront peut-être pas nécessaires. Et donc, on va observer cette pertinence du parcours de formation et donc l'adapter, l'individualiser à la personne qui fait ce projet de transition professionnelle. Et puis, on observera aussi les perspectives d'emploi dans ce métier, dans cette profession ciblée, donc à l'issue de cette formation certifiante et qualifiante. Voilà. Vous trouverez donc toutes ces informations, on vous a mis sur le PowerPoint que vous aurez aussi dans le cadre du replay, nos coordonnées donc sur le site de Transition Pro Grand Est. Voilà. La commission, je vais passer la parole à Marlene. La commission va aussi effectivement statuer sur le dossier de projet de transition professionnelle par le biais de certains critères nationaux et aussi au sein du Grand Est. Je vais donc passer la parole à Marlene. Merci. Donc, effectivement, on a au sein de Transition Pro une instruction technique sur chacun des dossiers, mais ce sont bien effectivement les membres de la commission d'instruction qui viennent statuer sur les différentes décisions. Donc, composées d'administrateurs paritaires, donc des représentants de syndicats de salariés et patronaux qui statuent sur chacun des dossiers de façon individuelle. Alors, nos administrateurs, puisqu'on parle de la commission d'instruction, sont attachés et accordent des priorités particulières à certains types de publics. Notamment, vous le voyez là, sur la priorité numéro 2, qui, elle, est nationale, sont prioritaires les projets de salariés reconnus inaptes ou ayant engagé un processus de reconnaissance d'inaptitude. Donc voilà, pour vous dire que c'est bien inscrit, on va dire, chez nous, et cette priorité est vraiment importante. Une autre priorité qui, elle, sera mise en application à partir du mois prochain, du mois de décembre, concernera sur la priorité numéro 7 les projets intégrant un parcours de formation incluant un cofinancement. Et c'est là que nous allons pouvoir retrouver notre partenariat fort avec la GFIP. On va venir en détail sur ce que comporte cette convention AGFIP et là aussi comment vous pouvez en bénéficier. Je laisse la parole à Amanda Besson qui va rentrer dans un peu plus de détails sur le PTP. Merci Marilyn. Alors, le projet de transition professionnelle, qu'est-ce qu'il implique? Du fait que vous soyez salarié, ça nécessite pour un projet de transition professionnelle que vous ayez une autorisation d'absence pour vous rendre à votre formation, ou du moins la formation envisagée. C'est en cela que la demande d'autorisation d'absence est importante parce qu'elle doit respecter un certain nombre finalement de critères. C'est-à-dire que, par exemple, pour une formation de minimum 6 mois, vous devez adresser votre demande d'autorisation d'absence à l'employeur 120 jours avant la date de démarrage de la dite formation. Nous conseillons plutôt, il est nécessaire de faire cette demande en courrier recommandé avec accusé de réception parce que c'est ce qui fera foi si jamais l'employeur refuse ou alors décide de reporter votre demande d'autorisation d'absence. Ce sera la date de réception qui fera foi. Donc, l'autorisation d'absence, la date de demande dépend de la durée de la formation. Plus de 6 mois, 120 jours avant le début de la formation, et moins de 6 mois, 60 jours avant la date de démarrage de la formation. L'employeur garde ce droit-là de report. Il peut vous avancer des arguments justifiant le fait qu'il reporte votre demande ou alors qu'il la refuse. Mais systématiquement, il doit étayer sa réponse. On considère que lorsque vous avez fait votre demande en respectant finalement
les conditions en l'absence de la réponse de votre employeur sous les 30 jours. C'est considéré comme une réponse favorable tacite. À ce moment-là, il est toujours envisageable d'initier une demande de transition professionnelle auprès de Transition Pro. Donc, la transition professionnelle, c'est une formation, il y a un coût de formation, il y a les salaires. L'objectif finalement ou l'intérêt de passer par transition professionnelle quand on est dans cette configuration, c'est que s'il y a accord de la commission paritaire, un avis favorable, nous prenons en charge le coût de la formation et la rémunération. Le coût de la formation, bien évidemment, il y a un barème au coût horaire, mais le coût de la formation, il est supporté par transition professionnelle. À cela s'adosse la rémunération parce que vous entrez dans un congé de formation professionnelle, vous restez salarié, mais votre rémunération, elle est avancée par l'employeur, mais remboursée par la transition professionnelle. Donc, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de perte considérable de rémunération, sinon qu'il n'y ait pas de perte de rémunération. Et les frais qui pourraient s'ajouter du fait que vous suivez une formation, si vous y avez droit, eh bien, ils vous sont versés de droit. Donc, le projet de transition professionnelle, c'est vraiment ça aussi. C'est des critères à respecter pour que votre demande soit acceptée par l'employeur, ou du moins s'il y a un report ou un refus, que cela soit tracé et écrit. Et aussi cet accompagnement-là concernant le coût inhérent à votre formation et ce que cela implique. Dans le cadre finalement des travailleurs en situation de handicap, Madame Delou le soulignait tout à l'heure, la nécessité finalement d'anticipation est très forte parce que il y a un rôle prépondérant de la médecine du travail. Madame Marilyn le disait tout à l'heure, il y a des priorités nationales et des priorités régionales. Du fait que vous soyez reconnu travailleur handicapé, ça révèle une priorité supplémentaire. Et de ce fait, dans la constitution de votre dossier, on vous demandera des éléments venant étayer ce statut-là, notamment la reconnaissance travailleur handicapé, mais aussi le document de la médecine du travail, si jamais il y a un risque d'inaptitude à votre poste. Tout cela, bien évidemment, dans l'objectif d'alimenter votre dossier devant la commission et finalement de faire apparaître le caractère prioritaire de votre demande. Cet accompagnement, il est fait en amont avec les conseils en évolution professionnelle et dans le cas des travailleurs handicapés aussi, Cap Emploi, d'où l'intérêt de travailler, d'anticiper ce projet de transition professionnelle. Les modalités finalement d'initiation de demande auprès de transition professionnelle. Aujourd'hui, on passe à l'ère de la digitalisation aussi pour ne perdre aucun dossier et finalement laisser plus de possibilités aux gens de s'adresser à nous. Donc, c'est une demande aujourd'hui qui est 100% dématérialisée. Rassurez-vous, il y a toujours un accompagnement. Nous sommes disponibles par téléphone ou par le biais de l'espace que chaque bénéficiaire, chaque salarié peut se créer pour l'aider à constituer ce dossier et à lever les zones d'ombre ou d'incompréhension dans la constitution du dossier. Alors, j'ai l'impression que le PowerPoint ne s'affiche plus. J'essaie de remédier à cela en relançant notamment. Toujours pas. C'est pas grave, je vais peut-être reprendre le relais très rapidement, bien que plein de choses aient été déjà dites, notamment sur le fait qu'il est tout à fait que vous, salariés, vous avez tout intérêt en fait à prendre attache auprès d'un conseiller d'évolution professionnelle. Alors effectivement, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, vous avez le choix, vous avez quand même le CEP actif, si vous vous sentez effectivement en totale autonomie ou dans le cas d'une évolution où finalement le handicap n'est pas un frein principal à votre souhait d'évolution. Mais en tout état de cause, si vous vous retrouvez dans une situation où le handicap reste un frein principal, vous avez tout intérêt
à solliciter en fait le service du Cap Emploi, qui prendra en fait sa casquette, je dirais sa casquette CEP, et qui vous accompagnera en fait dans tout le déroulé, à la fois dans le déroulé de la formalisation de votre projet professionnel, mais également la validation de votre projet professionnel en lien avec vos restrictions médicales. Et qui pourra vous proposer toute une série d'outils et dispositifs, comme des immersions professionnelles, des bilans spécifiques d'orientation professionnelle, une analyse de vos capacités fonctionnelles restantes, dans l'objectif effectivement de vous accompagner vers la formalisation de ce projet de formation, et également dans l'accompagnement sur la mise en œuvre en fait de ce projet de transition professionnelle. Donc, je vais peut-être avoir effectivement l'air de me répéter, mais parce que pour moi c'est important, c'est l'anticipation, la précocité, et faut savoir donc c'est du temps, et il est primordial en fait. Une des conditions de réussite primordiale, c'est de pouvoir garder le lien, vous l'avez bien compris, avec son employeur et son médecin du travail, puisque l'employeur a son rôle à jouer, qui vous permettra effectivement de pouvoir avoir cette autorisation d'absence et de pouvoir organiser votre formation. Alors moi, je voulais vous faire part également d'un exemple, parce que c'est toujours mieux d'avoir un petit peu une vue au travers d'un exemple. On a par exemple reçu donc une personne travaillant sur un poste de réceptionniste, mise en stock en grande distribution, inapte aux manutentions de charges supérieures à 8 kg, inapte à des travaux répétitifs, et hyper sollicitant, des travaux qui sollicitent le rachis dorsal et lombaire. Et cette personne nous a été en fait signalée par le médecin du travail avec un très très fort risque d'inaptitude sur son poste de travail. Alors, il y a eu tout un processus effectivement au travers de la recherche d'une solution de maintien dans l'entreprise, de sensibiliser effectivement l'employeur à cette démarche, à la fois du maintien dans l'emploi, mais également de pouvoir sensibiliser l'entreprise sur l'aspect accompagnement à la transition professionnelle. Et on a dans un premier temps en fait réussi à trouver un poste adapté à ce salarié, donc sur un poste de caisse qui avait nécessité un aménagement de poste. Malheureusement, en fait, ce maintien n'a été que temporaire, dans la mesure où le handicap de la personne s'est aggravé. Une personne assez jeune qui, en son temps, en fait, avait déjà réalisé un bilan de compétences, mais qui n'avait pas abouti, puisque cette personne n'arrivait pas, en fait, à se projeter à un moment donné. C'est une personne qui aimait son métier, qui se voyait bien rester dans son entreprise, et qui est brutalement est confrontée en fait à ce changement de vie et à la nécessité de se reconvertir. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de réaliser par rapport à cette remobilisation, à l'aider effectivement à se projeter sur son avenir professionnel, sur un autre projet. Et petit à petit, finalement, a émergé en fait un projet de développeur web niveau BTS qu'on a pu effectivement valider dans le cadre d'un essai encadré dans une autre entreprise un essai encadré, c'est comme une PMSMP, ça permet de réaliser une immersion professionnelle qui a permis effectivement à la personne de valider son projet professionnel, valider l'intérêt qu'il avait de réaliser une formation et surtout de la nécessité de réaliser une formation, et également de valider son aptitude à son métier. On a d'ailleurs détecté que cette personne aura besoin à terme d'un aménagement du poste de son travail en fait.
Et in fine, en fait, il a pu réaliser au travers de son projet de transition professionnelle une formation dans ce cadre-là pour pouvoir effectivement se reconvertir. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, dans la mesure où ce salarié a eu également besoin d'un aménagement de poste de son environnement de formation. Donc vous voyez tout l'intérêt effectivement du Cap emploi par rapport à ce suivi global où on accompagne la personne, je veux dire, jusqu'au bout et jusqu'à la recherche de son futur emploi. Et d'ailleurs, à ce titre-là, cette personne a fini par être licenciée, mais avec un projet et une formation réalisée. Et aujourd'hui, complètement mobilisé, en fait, il recherche un contrat en alternance pour pouvoir réaliser en fait une licence développeur concepteur d'application. Donc voilà, je crois que c'était un exemple intéressant à vous présenter. Et cet exemple, enfin cette situation a duré 1 an et demi. Voilà. Oui, donc vous revenez là sur cette notion de temps que vous évoquiez, qui était importante dans vos propos introductifs. Ça montre aussi l'ensemble à la fois des services, j'entends qu'il y a des services et des dispositifs, et aussi une relation qui s'installe probablement entre le conseiller et la conseillère et la personne, avec une notion probablement de confiance, parce qu'on est parfois sur des situations subies, avec un cheminement aussi intellectuel, comme on dit on voit bien les points importants. En tout cas, ce qu'il faut jouer pour la personne, de manière qu'elle a pu avancer étape par étape. C'est bien ça. Je sais pas si elle m'a entendu. Merci pour votre illustration. On passe peut-être sur donc un dernier point avant de reprendre peut-être certaines questions sur lesquelles j'ai déjà répondu un petit peu par écrit, mais n'hésitez pas à continuer sur le chat. Donc sur la convention AGFIP que j'évoquais tout à l'heure, pour rentrer dans un peu de détails, j'ai envie de dire par rapport à ça. Alors, la convention AGFIP, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure, l'AGFIP, c'est une association de gestion qui œuvre pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Nous, notre cible prioritaire, c'est les salariés. Donc, on est plutôt dans le maintien dans l'emploi et le maintien dans l'employabilité. Cette collaboration avec ce financeur annexe, finalement, c'est dans l'objectif qu'on puisse avoir suffisamment de moyens afin de permettre le financement des formations pour ce public-là. On entend par maintien dans l'emploi et maintien dans l'employabilité, finalement, des salariés qui, pour leur maintien dans l'emploi, ont besoin de se reconvertir afin d'anticiper un risque de licenciement du fait qu'ils soient incompatibles désormais avec le poste de travail qu'ils occupent, ce qui peut générer au bout du fil un risque d'inaptitude et une rupture de contrat. Donc vraiment, le maintien dans l'emploi, c'est j'anticipe le fait que je ne suis plus en adéquation avec le poste que j'ai actuellement. Ma situation de santé ne me le permet plus. Et du coup, le projet de transition professionnelle peut y répondre. Pour ce public-là, on est sur des personnes qui sont soit reconnues travailleurs handicapés ou soit en cours de l'être. Donc, c'est des documents qui sont recevables et qui, généralement, quand on est sur une personne en cours de reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, c'est qu'il y a un accompagnement en amont. Donc, on ne va pas finalement venir douter de cette pertinence, de cette démarche-là. On est dans un travail de confiance finalement avec l'opérateur qui l'accompagne et toute l'équipe qui se met autour. Le maintien dans l'employabilité, pour lui, là, c'est vraiment, on a une personne qui a un risque d'aggravation et d'évolution de son état de santé. Ce qui peut avoir pour conséquence que finalement,
il n'y ait plus de possibilité pour elle. Si il n'y a pas d'anticipation, encore une fois, que cette personne puisse retourner sur le marché du travail. Donc, dans les deux configurations, cette collaboration-là avec la GFIP a pour objectif de cumuler les moyens afin de faciliter cet accès à la formation et cette transition professionnelle. Dans le maintien dans l'employabilité, c'est très souvent des personnes qui ont déjà cette reconnaissance travailleur handicapé et encore là, la reconnaissance doit toujours être en cours de validité. D'un côté comme de l'autre, quand on est reconnu travailleur handicapé, la reconnaissance doit être en cours, doit être toujours valable ou alors en cours de l'être. Donc, c'est une enveloppe globale qui est là pour vraiment répondre aux besoins qui apparaissent à ce moment-là. Alors, comment est constitué en fait un dossier projet de transition professionnelle qui est rattaché donc à la convention AGFIP et aux deux enveloppes qui ont été détaillées par Amanda. En fait, la formation qui va avoir lieu se compose en fait d'un coût pédagogique qui va être réglé à l'organisme de formation, au prestataire de formation. Ces coûts pédagogiques vont être pris en charge par éventuellement un tout petit peu de ce qu'on appelait tout à l'heure donc le CPF. J'ai vu aussi sur le chat des questions, même un tout petit peu, c'est pas grave, même quelques heures, même quelques euros, c'est toujours bien d'avoir un cofinancement. Donc voilà, le coût pédagogique sera pris en charge par un montant CPF existant ou pas, mais existant souvent, étant donné que vous êtes salarié, par la GFIP et aussi une partie par Transition Grand Est. Ensuite, vous avez votre rémunération, étant donné que vous êtes salarié, votre rémunération et votre protection sociale sera prise en charge donc par Transition Pro Grand Est et sera remboursée à votre employeur pour qu'il vous soit versé. Et vous avez aussi dans un dossier de projet de transition professionnelle des coûts annexes éventuels, donc non obligatoires, qui sont souvent des frais kilométriques entre votre lieu de domicile et l'organisme de formation. Souvent, l'organisme de formation n'est pas forcément au pied de chez vous et donc vous avez souvent quelques kilomètres à faire. Ça peut aussi être dans un département limitrophe et auquel cas, nous prenons en charge les frais kilométriques qui vous seront réglés directement à vous. Alors sachez que une petite précision, ces coûts annexes éventuels ne doivent pas être un frein. Dans le cadre d'un dépôt de dossier, sachez que c'est tout à fait pris en charge et en tout cas ne vous freinez pas par rapport à une distance un petit peu lointaine. Voilà, cela est pris en charge et n'engendre pas en tout cas de frais supplémentaires. Voilà. Merci. Je vais essayer en même temps. Peut-être sur la slide suivante, à moins que ça ait déjà été évoqué, revenir sur des questions récurrentes qu'on a pu identifier les uns les autres, soit Transition Pro ou à Cap Emploi. Est-ce que peut-être Amanda ou Sabine Deloup voulez à nouveau intervenir sur d'autres points importants? Je pense qu'on a bien abordé, en tout cas, les questions récurrentes. Est-ce que je peux anticiper pendant mon arrêt maladie? Donc c'est oui. Et il faut anticiper par rapport à une inaptitude. Il faut monter ce dossier pendant qu'on est encore salarié et anticiper. Donc bon, je pense qu'on a quand même bien répondu aux questions récurrentes. Hein. Tout à fait. Vraiment, la notion d'arrêt maladie, c'est des cas de figure finalement où on a été confronté
à titre d'exemple, une fois un salarié reconnu travailleur handicapé qui avait déjà eu plusieurs rendez-vous avec la médecine du travail et qui sentait finalement que le risque d'inaptitude, que l'inaptitude allait être opposée. Mais le manque d'anticipation, encore une fois, là, a généré le fait qu'au moment de sa demande, ce qui constitue, comme je vous le disais, un document essentiel chez nous, le risque d'inaptitude posé par la médecine du travail. Donc, de fil en aiguille, le fait de n'avoir pas suffisamment anticipé cette possibilité-là a conduit au fait qu'il était incapable de nous fournir ce document qui est pourtant essentiel à la commission. Donc, ça peut être évité, ça peut être accompagné. C'est un travail finalement d'accompagnement et d'acceptation aussi à faire en amont, mais ça reste dans l'intérêt toujours de celui qui est le bénéficiaire in fine. Merci Amanda, ces compléments. Petit complément aussi, j'ai vu des questions dans le cadre du chat et qui ne seront pas forcément visibles sur le replay. Des questions qui concernent a priori le secteur public. Madame Deloup, vous répondiez dans le chat concernant des contacts pour la fonction publique. Donc, il y avait une question, pouvez-vous nous donner les coordonnées et contacts dans la fonction publique? Donc, je précisais que c'est un petit peu difficile, sauf éventuellement dans le cadre de la fonction publique hospitalière, où le même dispositif existe auprès de la NFH, en fait. Et pour les autres dispositifs concernant la fonction publique territoriale et d'État, la meilleure alternative était de se rapprocher en fait de ces ressources humaines, voire du centre de gestion qui peut également mettre en œuvre un CEP. Alors, au sein de Transition Pro, nous sommes aussi en lien avec 2 conseillères en mobilité qui travaillent sur le SGAR Grand Est et qui sont en charge de pouvoir renseigner et conseiller des agents de la fonction publique des 3 versants. Donc, n'hésitez pas aussi, on va vous laisser sur la slide suivante nos coordonnées. N'hésitez pas à nous réécrire aussi, on pourra vous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça. On peut peut-être aller sur nos coordonnées. On vous laisse quelques numéros de téléphone dans notre permanence téléphonique à Transition Pro. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site pour créer votre espace personnel si vous souhaitez échanger notamment par écrit avec nous ou si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et commencer à constituer un dossier. Vous retrouvez aussi les coordonnées de tout emploi. Alors, juste une petite précision par rapport aux coordonnées du Cap Emploi, c'est le Cap Emploi Grand Est. Vous pouvez effectivement aller sur le lien qui est là, keops-grandest.com, et vous aurez l'ensemble des coordonnées des Cap Emploi du Grand Est, parce qu'il y a un Cap Emploi par territoire. Et vous retrouvez aussi les coordonnées de l'URAPEDA sur cette slide. Il nous reste quelques minutes, donc on peut rester encore ensemble. S'il y a d'autres questions qui apparaissent, on peut encore prendre ce temps. J'ai vu aussi une question qui est fort intéressante concernant les commissions d'instruction. Alors effectivement, elles ont lieu au sein de Transition Pro Grand Est chaque mois et le calendrier des différentes commissions donc s'y trouve. Nous arrivant en fin d'année, celui de 2021 ne va pas tarder il est en pleine constitution, en pleine construction en ce moment et ne va pas tarder à apparaître sur notre site. Voilà. D'autres questions a priori pas sur le chat.
En tout cas, nous laissons la slide pour vous permettre de noter nos coordonnées et sachez que sur le replay de ce webinaire, vous aurez le PowerPoint, donc vous retrouverez nos coordonnées sans souci. Ah, une petite question qui vient d'apparaître, effectivement. Je pense pour Amanda, on nous demande si le certificat d'inaptitude a une durée de validité. Alors, Madame Delot complétera peut-être aussi ma réponse. Le certificat d'inaptitude a pas. Alors, on entend par certificat d'inaptitude le document, si je comprends bien, le document qui est complété par le médecin du travail au moment de la constitution du dossier. Si on parle bien de ça, on n'a pas finalement de durée de validité parce que ce document est demandé au moment où la personne fait sa demande de prise en charge de formation. Donc, on considère qu'il est valable au moment où c'est établi. Si la personne revient 1 an plus tard parce que son projet aura été avorté, avec ce même document, de toutes les façons, ce sera toujours redemandé et il est probable que d'une année à une autre, on puisse modifier ne serait-ce que la charte et l'année de validité du document. Donc, c'est une mise à jour continuelle pour ce document, mais c'est valable au moment de la demande de prise en charge de la formation. J'ajouterais même que ce certificat d'inaptitude est de toute façon en lien avec le poste et du coup avec la future formation que vous souhaitez. Et souvent, de toute façon, il est à affiner au fil du temps. Et donc, c'est bien une inaptitude à un poste pour aller vers un autre poste, vers une formation. Donc, de toute façon, c'est à un moment T où on vous l'établit, ce certificat, et où il vous sera redemandé au moment d'un autre dépôt éventuel. Oui, c'est important, hein, ce caractère. Enfin, il n'y a pas de durée de validité, c'est certain. Le médecin du travail réalise un document pour favoriser effectivement ce projet de transition professionnelle en constatant au moment T qu'il y a une inaptitude ou un risque d'inaptitude sur le poste de travail. Si la personne revient après sa formation, parce qu'elle est en suspension du contrat de travail, donc à un moment donné, elle va revenir, cette personne reverra le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et là, il y aura peut-être 8 mois, 9 mois de passé. La situation de santé aura peut-être aussi évolué. Le contexte professionnel de l'entreprise aura aussi évolué. Donc, on ne peut pas préjuger de ce qui peut se passer, on va dire, sur du long terme. Et d'autant que l'entreprise se devra, de toute façon, si le médecin du travail confirme l'inaptitude, engager une réflexion par rapport à une recherche de solutions dans l'entreprise, donc à une recherche de reclassement. Donc voilà, ça c'est vraiment des procédures qui sont légales, hein, et que le médecin du travail ou l'employeur doit s'y tenir en fait, tout simplement. Et merci. Nous n'avons pas d'autres questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je vais d'abord remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes et également les personnes qui nous ont aidés à préparer ce webinaire. Donc, merci à tous. On espère que derrière votre écran, vous avez pu obtenir des informations peut-être nouvelles ou complémentaires à celles que vous aviez déjà. Donc, voilà, merci à tout le monde. Et puis, voilà, on reste en contact autant que de besoin. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée.